il est de réaffirmer au plus haut niveau le principe des deux États. On travaille avec les Américains sur la préparation de la conférence de New York, de créer un État palestinien viable, le plus anti-palestinien qui soit de toute l'histoire israélienne, tomberait. Le peuple israélien rendait M. Netanyahou responsable du drame du 7 octobre. La majorité des Israéliens, effectivement, se méfie des Palestiniens, mais veut arrêter la guerre. C'est lié aux visions qui sont celles de Trump, mais aussi de Mohamed Ben Salman. La question est de savoir si les dirigeants iraniens actuels sont prêts à faire une limitation de leur puissance militaire. Un n'est plus un proxy, il s'agit de la Syrie. La révolution iranienne est un moment sur l'histoire où elle doit choisir entre la carte militaire et la carte économique. Que les deux principaux acteurs du conflit veulent en fait continuer la guerre. Chers spectateurs, bonjour. Entre les 17 et Bonjour. une conférence internationale se tiendra à New York dont l'objectif est de relancer une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Elle sera co-présidée par la France et l'Arabie saoudite. Cette conférence aura lieu après plus d'un an et demi de guerre à Gaza, dont le bilan est terrible. Plus de 54 000 morts, dont 70% des femmes et des enfants, et plus de 125 000 blessés. 2,3 millions de personnes souffrent de la famine. Environ 70% des bâtiments détruits ou endommagés à Gaza. Plusieurs questions se posent. Après 70 ans de conflit et une guerre inédite par ses atrocités, une solution pacifique du conflit israélo-palestinien est-elle envisageable? Est-ce que Emmanuel Macron va annoncer durant cette conférence la reconnaissance de la France d'un État palestinien? Est-ce que cette conférence fera pression sur les États-Unis et sur Israël pour arrêter la guerre? Dans cette émission du programme Bel Assas sur la chaîne Assas Media, je vais poser ces questions sur Jacques Hunzinger, ancien ambassadeur de la France en Israël. Bonjour, Monsieur Hunzinger, et merci d'avoir accepté Bonjour. l'invitation à cette interview. Je vous en prie. Le représentant de la France à l'ONU, Jérôme Bonafont, a dit que cette conférence va constituer une étape décisive. Et la chef de l'équipe de négociation saoudienne, Manal Ben Hassan Radwan, a dit que c'est un moment historique. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce sont des grands mots, décisifs ou historiques. Moi, je serais plus prudent. D'abord, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une initiative franco-saoudienne, lancée par le président Macron et Mohamed Ben Salman. C'est très important parce qu'elle vient exprimer cette relation euro-arabe qui m'apparaît, pour ma part, comme un élément essentiel d'une pression efficace en faveur de la solution palestinienne. Il faut qu'il y ait cette coalition euro-arabe sur la question palestinienne. Et Macron et Mohamed Ben Salman seront tous les deux présents à New York. Quel est l'objectif premier de cette conférence? Il est de réaffirmer au plus haut niveau le principe des deux États. Ce principe des deux États a été très discuté, voire complètement oublié. Et il s'agit aujourd'hui, dans le contexte dramatique qui est celui de la guerre à Gaza, de réaffirmer que ce principe est la seule solution possible politique pour avoir la paix et la sécurité dans la région. Pardon, Alors, avant de parler de cette solution, vous avez parlé de coalition euro-arabe. Est-ce que vraiment euro-arabe ou bien France-arabe? le point de départ est franco-saoudien, mais l'objectif, et actuellement tout le travail préparatoire de la conférence de New York, est d'arriver
à un accord regroupant les pays arabes et les pays européens. C'est cela l'objectif Donc, premier il y a de l'accord à unanimité, New York. donc, il y a unanimité européenne sur Non, l'objectif de cette conférence. non, il n'y a pas l'unanimité. Vous le savez bien, il y a une certaine diversité. Mais et ce que l'on peut dire, c'est que le travail diplomatique qui a été fait par la France depuis 2 mois maintenant est venu permettre un rapprochement des pays européens sur cet objectif, de tous les grands pays européens. Et donc, on le constatera lorsqu'on verra les délégations présentes à New York dans 8 jours. Et tout le monde se demandait et posait la question est posée, est-ce que M. Macron va annoncer vraiment durant cette conférence la reconnaissance de la France d'un État palestinien? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire ce que va faire exactement le président Macron. Il a affirmé le principe de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Est-ce qu'il va le faire avant la conférence, dans la semaine qui vient? Est-ce qu'il va le faire pendant la conférence? Est-ce qu'il va le faire dans la déclaration finale de la conférence ou après? Est-ce qu'il va le faire seul ou avec d'autres États? Vous savez qu'il y a tout un travail qui a été fait entre la France, l'Angleterre et le Canada, voire le Japon, pour avoir une reconnaissance groupée de pays occidentaux de l'État palestinien. Est-ce que cette reconnaissance va se faire en parallèle avec des déclarations arabes ou d'autres États sur la normalisation avec Israël, ce qui était la perspective des accords d'Abraham? Ce travail est en cours et il est impossible de dire aujourd'hui ce qui va en résulter dans les 10 jours à venir. Car ce travail est en cours, il est extrêmement intense et nul aujourd'hui ne peut savoir quelle va en être la conclusion. Donc pour cela, M. Barrot, Jean-Noël Barrot, a dit que la France ne fera ça, ne le fera pas seule, ça veut dire ne reconnaît pas l'État palestinien seul. C'est une formule parmi d'autres. Le travail qui est fait actuellement par la France est un travail fait vis-à-vis d'États occidentaux pour reconnaître l'État palestinien et un travail qui est fait vis-à-vis des États arabes ou d'autres États musulmans de normaliser avec Israël. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail collectif. Mais quelle sera la décision finale du président Macron? On le verra dans 8 jours. Mais l'Arabie saoudite, maintenant le leader dans le monde arabe, a confirmé à plusieurs reprises, surtout Mohammed bin Salman a confirmé qu'il n'y aura pas une normalisation avec Israël avant la reconnaissance de l'État, la réalisation de l'État palestinien. Voilà. Mais entre le fait de dire cela, qui est la position traditionnelle de l'Arabie saoudite et d'autres États, et le fait de dire que nous serons prêts à reconnaître Israël, si, voilà, ce serait déjà important que cela puisse être dit, qu'il y ait une déclaration d'intention. Mais je pense en plus, M. Barrot, il a mis comme condition le désarmement de Hamas et la réforme de l'autorité palestinienne. Il n'est pas question que tous les problèmes soient résolus avant que la reconnaissance se fasse. La reconnaissance doit se faire à un moment ou à un autre. La question est de savoir si la reconnaissance de l'État palestinien va se faire dans les jours qui viennent, à New York ou immédiatement après New York. C'est cela, là. Mais la reconnaissance est une chose, c'est pas le plus important, à mon sens. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que la principale réalité aujourd'hui à traiter, et qui va être traitée à New York, c'est pas la reconnaissance, C'est quoi alors? c'est Gaza, c'est l'arrêt de la guerre, c'est le cessez-le-feu, c'est l'avenir de Gaza. Mais Et depuis plus qu'un an et demi maintenant,
on n'a pas arrivé à imposer une trêve ou bien à imposer un cessez-le-feu. Est-ce que cette conférence va vraiment faire pression sur Israël, surtout pour arrêter pour un cessez-le-feu? L'objectif de la conférence de New York est effectivement de créer une pression internationale forte pour la solution politique de la question palestinienne, et à commencer par l'arrêt de la guerre à Gaza. Et donc, c'est une pression sur Israël. La question est de savoir si l'Amérique de M. Trump va se joindre aux conclusions de la conférence ou pas. Ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. On travaille avec les Américains. On travaille avec les Américains sur la préparation de la conférence de New York. Ils sont Les où là? Américains Ils sont où jusqu'à y maintenant à ce participent. niveau? Pardon? Les Américains sont où à ce niveau maintenant? Ils travaillent parce qu'actuellement, la conférence de New York est préparée dans des comités qui font un travail depuis plusieurs semaines. Oui. Et il y a un travail qui est fait avec des États arabes, des États européens, et les Américains suivent les travaux de certains de ces comités. Donc il y a une certaine participation américaine à la conférence de New York. Mais on va voir jusqu'où ça va aller. Je C'est- ne peux pas vous le dire, Est-ce que je vous peux pas pouvez vous le nous dire dire aujourd'hui, de c'est une quoi il s'agit? question. Oui, allez-y, Pardon? allez-y, allez-y. On ne peut pas dire encore aujourd'hui, c'est trop tôt. La semaine qui vient va être décisive. De quelle façon l'Amérique va finalement participer ou pas à la conférence de New York. Vous avez parlé de comité. C'est quel type de comité? Ce sont des groupes de travail Oui, qui fonctionnent dans le monde arabe, en Europe, sur les différentes questions, sur Gaza, sur l'autorité palestinienne, sur le processus de construction de l'État palestinien, et qui vont donner leurs conclusions cette semaine. d'accord. Et au niveau de l'État palestinien, vous avez parlé que bon, tout le monde parle de la reconnaissance de l'État palestinien. À votre avis, vous étiez ambassadeur en Israël, vous connaissez très bien le territoire, vous connaissez très bien l'évolution de ce conflit. Est-ce que aujourd'hui un État palestinien est réalisable au niveau géographique, au niveau réellement, est-ce qu'il est réalisable? Ma réponse est oui. Euh, Comment? Ma réponse est oui. Tout récemment, des travaux qui ont été faits par des Israéliens et des Palestiniens montrent que malgré la colonisation et le processus de la colonisation, on pourrait créer un État palestinien viable à Gaza et en Cisjordanie, en faisant en sorte que un certain nombre de colonies, de petites colonies, disparaissent, et c'était déjà présent dans les accords de tabac auxquels j'ai un petit peu participé à l'époque. Il pourrait y avoir, disons, des processus dans lesquels les 80% des colons sont regroupés dans deux, trois petits doigts de territoire. Enfin, il est possible de créer un État palestinien viable. Il est possible que la zone B et la zone C des accords d'Oslo soient transférées à l'État palestinien. Il pourrait y avoir un État palestinien viable s'il y a la volonté politique. Bah, c'est ça la question de la volonté politique. Est-ce que ça existe, la volonté politique en Israël? Je ne parle pas de Netanyahou, je parle d'Israël en général. Alors là, on en vient à Israël. Moi, j'ai vécu la période, quand j'étais ambassadeur en Israël, de la négociation entre le gouvernement de M. Barak et M. Arafat. Cette négociation est allée très loin. Elle a abouti à tout un ensemble d'éléments d'accord qui auraient pu être formalisés si l'intifada n'avait pas éclaté. Il y avait à l'époque une volonté politique de solution de la question palestinienne, parce qu'il y avait une gauche israélienne qui le voulait. Cette gauche a disparu. Israël s'est droitisé. Mais on en vient à l'avenir. Je rappelle que l'an prochain, il y a les élections israéliennes, au plus tard à l'automne 2026. Elles peuvent avoir lieu avant, comme souvent en Israël.
Et à l'heure actuelle, tous les sondages montrent que le gouvernement actuel, qui est le gouvernement le plus extrémiste, le plus à droite, le plus anti-palestinien qui soit de toute l'histoire israélienne, tomberait, la coalition tomberait, et qu'il y aurait disons, un ensemble de partis d'une coalition alternative à Netanyahou, de centre, centre-gauche et centre-droit, qui gagnerait les élections. Ça ne veut pas dire qu'elle construirait l'État palestinien immédiatement, mais cela veut dire que la guerre s'arrêterait et qu'on rentrerait dans une phase qui permettrait alors de travailler à la construction de l'État palestinien par une pression internationale. Donc, Il me, vous êtes optimiste qu'il y a toujours en Israël des partisans pour la paix, des partisans pour une paix sur la base de deux États. oui, je peux vous le dire, Et pourquoi on n'entend pas ces voix aujourd'hui, ou bien parce que le même peuple, avant octobre, 7 octobre? parce que le peuple israélien a été complètement traumatisé par le 7 octobre. Non, je parle Il même avant faut, le 7 octobre, on n'entendait pas de cette, on n'entend pas la voix. vous avez raison, et je l'ai dit, il y a eu la crise profonde de la gauche israélienne en liaison avec la seconde intifada. La seconde intifada a mis par terre la gauche israélienne. Ça a été ensuite le règne de la droite avec M. Sharon puis M. Netanyahou pendant près d'une vingtaine d'années. Oui. Donc la gauche israélienne avait complètement disparu. Mais là, je faisais encore le point ce matin, les derniers sondages en Israël, qui ne bougent pas beaucoup, montrent que la gauche est en train de renaître. L'ancien parti travailliste, qui s'appelle aujourd'hui le Parti démocrate, mené par le général Yair Golan, qui avait complètement disparu, gagnerait 14 sièges aux prochaines élections. Et avec l'autre parti, le parti laïque de M. Lapide, ça permettrait de reconstituer un certain bloc de la paix qui avait complètement disparu depuis 20 ans. Donc, vous n'êtes pas de l'avis que le 7 octobre et la guerre depuis plus d'un an et demi va vraiment éliminer, en fait, mettre fin à la cause palestinienne. Ça va, Non. un État, une solution est possible alors, et des partisans pour la paix en Israël même existent toujours. Le 7 octobre a traumatisé le peuple israélien. Mais immédiatement, on s'est aperçu que dans les sondages, mais aussi dans l'opinion, le peuple israélien rendait M. Netanyahou responsable du drame du 7 octobre par sa négligence. Et pourquoi le peuple israélien n'a pas jugé M. Netanyahou? Parce que depuis un an et demi, on entend d'une opposition, on voit une opposition contre Netanyahou, mais il est toujours au pouvoir. Bien sûr, il est toujours au pouvoir, parce qu'il a même élargi sa coalition à un petit parti de droite, parce que pendant un an et demi, les Israéliens étaient traumatisés par les otages. Ils veulent la libération des otages. Et donc, c'est créé un mouvement pour la libération des otages. Mais aujourd'hui, quand vous observez les manifestations israéliennes, c'est tout récent, depuis maintenant 2, 3 mois, depuis la reprise de la guerre, il y a des manifestations en faveur de l'arrêt de la guerre et de la paix. Il y a eu ce qu'on a appelé la coalition de la paix qui s'est manifestée à Jérusalem il y a quelques semaines, où il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est la première fois depuis un an et demi qu'on voit cela. Autrement dit, l'Israélien traumatisé par le 7 octobre, traumatisé par les otages, aujourd'hui, depuis que M. Netanyahou a repris la guerre et a rompu le cessez-le-feu, commence à dire ça suffit, il faut revenir au cessez-le-feu. Bon, Et à mon sens, il va l'exprimer dans les élections l'an prochain. je pose la question parce que justement, plusieurs spécialistes ont dit que Israël avant 7 octobre n'est pas pareil que Israël après 7 octobre. Le peuple israélien a changé. Il est prêt à conduire ou bien à faire la guerre pour une longue durée. Et voilà, ça fait un an et plus qu'un an et demi. Et maintenant, il est prêt à continuer cette guerre aussi.
à ce point. Non, je ne le pense pas. Il ne faut pas confondre le gouvernement et le peuple. D'ailleurs, en général, le peuple israélien, encore une fois, ne donne pas raison au gouvernement israélien actuel. La majorité des Israéliens, effectivement, se méfie des Palestiniens, mais veut arrêter la guerre pour la libération des otages. Oui. Parce qu'ils se rendent compte que la continuation de la guerre ne conduit pas à la libération des otages. La reprise de la guerre n'a pas conduit à la libération des otages. Et voilà, c'est ça, ça c'est la réalité actuelle de la population israélienne. Il faut que nos amis libanais et autres se rendent compte qu'il y a actuellement des dynamiques au sein de la société israélienne qui ne vont pas dans le sens de la guerre. Je veux revenir, s'il vous plaît, à la position des États-Unis. Monsieur Trump voulait mettre fin à cette guerre après quelques jours de son élection. Jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi. Est-ce que vous pensez qu'il va profiter de cette conférence pour faire pression plus sur Netanyahou pour arrêter, pour un cessez-le-feu? Ce serait souhaitable. Il est clair que l'une des rares choses qui puisse faire plier Netanyahou aujourd'hui, c'est la pression de Trump. Il faut rappeler que l'accord de cessez-le-feu de janvier, qui a conduit à l'arrêt de la guerre pendant quelques semaines, l'accord de cessez-le-feu de janvier a Oui, été obtenu parce que Donald Trump a envoyé M. Witkoff, son envoyé spécial, à Tel Aviv, un jour de Shabbat, pour faire pression sur Netanyahou. Il lui dit, tu signes l'accord de cessez-le-feu. Et Netanyahou, bon gré, mal gré, a signé l'accord de cessez-le-feu au mois de janvier. Est-ce que Donald Trump est prêt à renouveler cette pression demain? Je n'en sais rien. Personne ne peut le dire. Trump est assez imprévisible. Est-ce qu'il se rend compte de la réalité de Gaza? Je pense que oui. Je pense qu'actuellement, par exemple, sur le plan de l'aide humanitaire, il se rend compte que ça ne marche pas. Est-ce qu'il est prêt à agir de nouveau? On va le voir. On va le voir par rapport à la conférence de New York au lendemain. Ce serait souhaitable, mais il est tout à fait impossible de dire ce que va faire Trump à cet égard très bien. prochainement. Après, pendant la visite de M. Trump en Arabie Saoudite, et après, on a parlé que un Proche-Orient israélien est irréalisable, plutôt un Proche-Orient saoudo-américain. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, je pense que ça, c'est lié aux visions qui sont celles de Trump, mais aussi de Mohamed Ben Salman. On le sait, les dirigeants saoudiens actuels, par leur plan de la vision 2030, veulent absolument faire en sorte que l'Arabie saoudite franchisse l'étape de la fin du pétrole et puisse rester, après le pétrole, Oui. une grande puissance de la région. C'est dans cette vision qui est celle de Mohamed Ben Salman et qu'il développe donc dans sa politique économique actuelle et dans sa vision d'une région du Proche-Orient et du Moyen-Orient qui pourrait devenir un grand marché pour l'Arabie saoudite et qui suppose effectivement une normalisation avec Israël. Donc cette vision-là, qui est ancrée au cœur de la politique de Mohamed Ben Salman, elle est possible, mais à condition que la paix revienne. On ne peut pas faire de grandes affaires lorsqu'il y a la guerre. Donc, Mohamed Ben Salman sait très bien qu'il va falloir résoudre la question palestinienne. Jusqu'où est-il prêt à aller pour résoudre la question palestinienne? Là, on va voir. Cette conférence va montrer de quelle façon Mohamed Ben Salman est prêt à faire pression, lui, Mohamed Ben Salman, sur Trump pour résoudre la question palestinienne, En tout cas, avant d'aller au grand marché. en fait, le fait de réunir la conférence est une pression aussi
sur les États-Unis Oui, et sur Israël, exactement. dans le sens de la paix dans la région. Je rappelle que cette conférence de New York, c'est la première fois depuis la conférence de Madrid, qui remonte à 1991, vous voyez, il y a une trentaine d'années, qu'il y a disons, un rassemblement international sur la question palestinienne. Depuis 30 ans, il n'y a rien eu. C'est la première fois depuis la conférence de Madrid. Donc, en soi, et rappelez-vous, la conférence de Madrid, elle avait fait pression sur Israël. Et s'en était en suivi les accords d'Oslo. Mais à l'époque, la conférence de Madrid avait été voulue par l'administration américaine de Bush et de Baker. Et là, on va voir de quelle façon l'Amérique va se manifester à l'égard de la conférence de New York. Monsieur Oettinger, permettez-moi de passer à un autre dossier, mais qui est lié directement peut-être, ou bien indirectement, à la guerre à Gaza et à ce conflit israélo-palestinien. Je parle du dossier du nucléaire iranien. Est-ce que vous pensez que les États-Unis et l'Iran vont arriver à un accord, à un nouvel accord? Ils ne sont pas encore arrivés à un nouvel accord. Ils ont avancé vers un accord. Oui. C'est incontestable. Mais il reste l'étape la plus difficile à franchir, c'est celle dans laquelle l'Iran doit effectivement renoncer à tout processus d'enrichissement du nucléaire et à la suppression d'un certain nombre de vecteurs d'armement. Là, je crois que la négociation est compliquée, difficile. La question est de savoir si les dirigeants iraniens actuels sont prêts à faire une limitation de leur puissance militaire pour retrouver la relation avec l'Amérique, voir disparaître les sanctions et reprendre une place dans le concert régional et mondial. C'est une décision cruciale pour Téhéran et là encore, nul ne peut dire aujourd'hui ce qui va aboutir. Mais ce que l'on peut dire, c'est que Trump veut aboutir à un accord avec l'Iran. Et ça, Netanyahou l'a compris. Et vous ne pensez pas que Netanyahou, il va œuvrer juste peut-être pour l'échec de cet accord? Mais il a tenté de convaincre Trump du danger de cet accord, mais Netanyahou ne peut pas s'engager seul dans une guerre contre l'Iran, contre l'avis de l'Amérique. C'est pas possible. D'ailleurs, il aurait besoin de l'Amérique pour une certaine couverture aérienne et spatiale s'il déclenchait la guerre. Donc Est-ce je que ne vous avez pense pris, pas. est-ce que vous avez pris au sérieux ce que le ministre de renseignement iranien a annoncé que l'Iran a obtenu des informations sur le programme nucléaire israélien? Non, ça on ne peut pas le dire. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je Non, crois vous que avez pris au sérieux ça ou non, je ne non? l'ai pas pris au sérieux. Le programme nucléaire israélien, d'ailleurs, en fait, il est connu. Chacun sait quelles sont les capacités nucléaires israéliennes, quel est le stock d'armes nucléaires Hmm. et d'uranium enrichi qui est actuellement détenu et de missiles détenus par Israël. Donc, je veux dire, ce n'est pas un véritable secret, cela. L'arsenal nucléaire israélien est connu de tous les grands états-majors. Et qu'en est-il des proxys là? Vous pensez que la page des proxys de l'Iran dans la région est tournée définitivement? Non, c'est aller trop vite que de dire cela. Euh, les proxys sont considérablement affaiblis, mais il faut différencier la situation de chacun d'entre eux. Le Hezbollah demeure un acteur politique important au sein de l'État libanais. Et il demeure aussi un acteur militaire. Il détient des stocks d'armes au nord de l'Italie, qu'il a ramené au nord de l'Italie, qui demeurent très importants. La Syrie, là oui, la Syrie ne va pas revenir vers l'Iran.
La Syrie, Bien sûr. elle est maintenant parrainée par la Turquie, par l'Arabie Saoudite et demain par le monde occidental. Donc là, effectivement, c'est une perte sèche. Le Hamas, le Hamas est affaibli, mais le Hamas ne disparaîtra pas de l'échiquier politique palestinien. Quant aux Houthis, ils ne disparaîtront pas non plus de la carte politique yéménite. Donc les prochis n'ont pas disparu. Ils sont affaiblis. Un n'est plus un proxy. Il s'agit de la Syrie. Donc, vous pensez que l'Iran va avoir toujours une influence dans la région? Bien sûr, cette influence actuellement est nettement diminuée. L'axe de la résistance est considérablement affaibli. Mais demain peut très bien y avoir le maintien de relations entre l'Iran et le Hezbollah, si le Hezbollah demeure un acteur, tant que le Hezbollah sera un acteur politique au Liban. Les liens avec les Houthis demeureront, les liens avec le Hamas demeureront. Mais moi, je parle de cartes militaires, je ne parle pas seulement de cartes politiques. La carte militaire, là, alors c'est moins sûr. Voilà. C'est moins sûr. Je pense que l'Iran est à un moment de son histoire, enfin, la révolution iranienne est à un moment de son histoire où elle doit choisir entre la carte militaire et la carte économique. Et Et on va voir. on va Et voir. on va voir le choix qu'elle fait. D'accord. Et vous pensez pas vous avez parlé, vous avez dit que le Hamas ne va pas disparaître de l'échiquier palestinien. Vous parlez politiquement Oui, aussi, ou bien seulement militairement? non, politiquement. Le Hamas, Au c'est niveau militaire. sur le là, c'est pareil, c'est comme le processus actuel du Hezbollah. Le Hamas a perdu beaucoup de ses armements, mais le Hamas n'a pas perdu comment dire, sa capacité de mobilisation humaine. Et on le voit à Gaza. Au fur et à mesure qu'il y a destruction des combattants, des brigades, elles se reconstituent. Il y a donc un volontariat qui est parfaitement rendu possible par les bombardements israéliens chez les jeunes Gazaouis en faveur du Hamas. Mais demain, le Hamas restera une force politique, comme il l'est depuis 30 ans. Et le Hamas est présent en Cisjordanie, on le sait bien, non seulement à Jenin, mais ailleurs. Et si demain il y a des élections palestiniennes, on verra que le Hamas, même s'il est plus aussi populaire qu'il y a quelques années, demeure une force politique significative. Dernière question, Monsieur Hunzinger. Est-ce que vous êtes optimiste pour la fin de ce conflit, ou bien une fin pacifique, une résolution pacifique de ce conflit? Écoutez, les médiateurs qui s'occupent de Gaza depuis octobre 2024, par 10 fois, par 20 fois, ont cru qu'ils arrivaient à un accord. Les médiateurs, c'est l'Amérique, le Qatar et l'Égypte. Une seule fois, ça a marché, ou deux fois, pardon. Il y a eu l'accord de décembre 2024, et puis il y a eu l'accord du 19 janvier 2025. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les deux principaux acteurs du conflit veulent en fait continuer la guerre. Le gouvernement israélien veut continuer la guerre à Gaza, parce que sinon il tomberait, la Oui. coalition se défierait, et le Hamas veut continuer la guerre, parce qu'il ne veut pas disparaître. Et sa seule arme, c'est de continuer la guerre. Et il a la capacité j'allais dire, d'embêter les Israéliens. Donc, de nouveau, Euh, les intérêts des deux belligérants se rencontrent, se retrouvent. oui, c'est dramatique, mais c'est ainsi. Donc, à mon sens, c'est un point de vue tout personnel, à moins que Trump mette la pression forte sur Netanyahou pour qu'il reprenne le chemin du cessez-le-feu. L'autre alternative,
eh bien, c'est que la guerre va continuer plus ou moins jusqu'aux élections israéliennes, jusqu'à l'an prochain, jusqu'à 2026, où là, alors, eh bien, je crois que le futur gouvernement israélien, lui, arrêtera la guerre. Espérons que ça ne va pas continuer jusqu'aux nouvelles élections israéliennes. Espérons-le fort. Voilà. Jacques Orginger, merci beaucoup pour cette interview. Et je remercie aussi les spectateurs. Et vous pouvez suivre cette interview sur les réseaux sociaux d'Assas Media, YouTube, Facebook, X, Instagram et TikTok. Merci. Merci beaucoup à vous.